Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans le cadre de notre deuxième table ronde ici à Hauser & Wirth Monaco. Mon nom est Laetitia Catoire, je dirige l'espace qui a ouvert il y a quelques mois. Et la conférence, la table ronde, ce soir porte sur les vies et les œuvres de deux grands artistes, deux grandes personnalités du XXe siècle, Louise Bourgeois et Francis Bacon. Alors pour Hauser & Wirth, ces conférences en fait sont toujours l'occasion de tisser des liens avec le contexte culturel local. Et nous sommes particulièrement ravis ici ce soir d'avoir pu collaborer avec la Fondation Bacon. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette fondation, elle a été créée. Merci. Elle a été créée en 2014. Elle est basée ici à Monaco. C'est le projet et l'œuvre d'un mécène, un passionné du travail de Francis Bacon, M. Majid Boustani. Et c'est non seulement en fait une collection qui réunit un ensemble d'œuvres de l'artiste, en particulier des œuvres du début de sa vie, du début de sa carrière, et notamment des pièces de mobilier qu'il a dessinées tout au début de sa carrière artistique. C'est également un centre d'études, un centre de recherche ouvert aux étudiants, entre autres, qui comporte un large ensemble de photographies, en fait le plus grand ensemble de photographies représentant l'artiste, et également une très grande bibliothèque. Si j'ai bien compris, c'est également l'ensemble le plus important d'ouvrages et de publications dédiées à l'artiste à ce jour. Alors, pour nous parler de Francis Bacon et Louise Bourgeois ce soir, quelques mots sur nos intervenantes. Nous avons tout d'abord Caroline Cros, qui va animer la conversation pour nous. Caroline est historienne d'art, conservatrice du patrimoine. Elle connaît bien la région, elle a grandi ici, pas très loin de Monaco, à Nice. Elle est spécialisée en sculpture du XXe siècle, avec plusieurs publications et notamment une thèse aussi dédiée au travail tardif des années 60-70 de César. Et elle a également fait des recherches sur le travail de Bacon qui ont contribué à l'élaboration du projet scientifique de la Fondation. Pour nous parler de Francis, nous avons Cécilia Aubert. Bonsoir. Cécilia est guide conférencière depuis maintenant bientôt 20 ans. Plus pardon. Ici sur la Côte d'Azur. Vous avez travaillé avec de nombreuses institutions privées et publiques, notamment la Fondation Magde, le Musée d'art contemporain à Nice. Et vous êtes depuis 2015 donc médiatrice à la Fondation Bacon. Et vous travaillez également au sein de la Fondation à divers travaux de recherche. Et puis nous avons enfin Émilie Bouvard qui va nous parler de Louise Bourgeois. Alors Émilie, on a eu le grand privilège déjà de travailler avec elle il y a quelques années dans le contexte de notre exposition Bourgeois-Picasso à la Galerie à Zurich. Émilie est également conservatrice, historienne d'art. Elle est directrice scientifique des collections de la Fondation Giacometti. Elle a organisé plusieurs expositions et notamment la très très belle exposition que vous avez pu voir cet été au Forum Grimaldi dédié au travail de Giacometti, que j'espère que vous avez tous eu l'occasion de voir. Et elle est spécialiste donc, de l'œuvre de Louise, qui était une partie de sa thèse. Donc voilà, je vais laisser mes invités parler. Merci à tous. Merci. Merci Laetitia pour votre invitation et
de la présentation que vous avez faite de nos parcours respectifs. Peut-être pour introduire ce thème, ce dialogue Louise Bourgeois-Francis Bacon, peut-être rappeler qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode de rapprocher des artistes qui sont parfois éloignés. C'est une façon de, entre guillemets, de revisiter l'histoire de l'art. Et peut-être ces deux figures, ce soir, vous paraissent un peu éloignées. L'une est une femme qui a été finalement le symbole des féministes dans les années 90, même peut-être avant, mais Émilie pourra en dire plus que moi. Et puis Francis Bacon, c'est vraiment l'homme, le vrai mec qui aime les hommes et qui a une vie très marginale, tandis que Louise Bourgeois, elle, avait une vie plutôt classique. Alors ce qui nous a animés dans la préparation de ce dialogue, c'est d'abord un texte qui est assez méconnu, qui date de 99, dans lequel Louise Bourgeois adresse vraiment un tribut très positif et très élogieux à Francis Bacon, en disant qu'elle le considère comme son compagnon, non seulement son compagnon en art, mais son compagnon en sculpture. Et elle dit quand je regarde les peintures de Bacon, je me sens plus vivante. Bacon n'était pas un solitaire, il se mourait d'un excès de passion, sa souffrance communique. C'est quelque chose que je partage. Et justement, ce soir, on voudrait un petit peu, on a choisi des thèmes pour aborder ces questions, en fait, sortir en fait du formalisme. Vous allez voir, on ne va pas rapprocher forcément ces deux artistes sur des questions formelles. Quelquefois, il y a des questions iconographiques qui se recoupent, mais c'est plutôt, on les a confrontés sur ces questions émotionnelles. Tous les deux ont une charge émotionnelle très forte qu'ils communiquent, et cette communication vise quelque part l'universel, et chacun parallèlement a développé cette grande charge émotionnelle, et on a fait bien sûr le sens de sa vie et le sens de son art. Donc on a aussi, juste pour terminer en introduction, je voulais aussi citer un passage de Bacon, puisque dans ses entretiens avec David Sylvester, qui est le grand spécialiste de Bacon, dans un entretien en 1974, pour la première fois, Bacon évoque la question de la sculpture. David Sylvester lui dit « J'ai l'impression que vos tableaux sont de plus en plus sculpturales », et Bacon répond « Mais oui, j'aimerais faire de la sculpture et j'aimerais introduire la mobilité en sculpture et l'interaction avec le public ». Il avait envie finalement que le public, s'il avait fait de la sculpture, puisse déplacer des éléments de sa sculpture sur une armature en acier. Et là aussi, on a trouvé que les liens avec Bourgeois étaient intéressants, puisqu'on retrouve dans la sculpture de Bourgeois, dans ses cellules, dans ses environnements, la notion de la cage, de l'enfermement, et où on a envie que ces personnages bougent, mais ils bougent psychologiquement, mais pas physiquement. Donc ça aussi, c'est une question qui nous a semblé intéressante. Puis enfin, juste pour conclure sur une introduction générale de ces deux compagnonnages différents, mais qui se sont accompagnés à distance. Bacon a commencé à être très connu à la suite de sa rétrospective à Londres en 1962, tandis que Louise Bourgeois, il faut attendre un peu plus tard pour une reconnaissance vraiment mondiale. C'est en 1982, une exposition aux États-Unis, et puis en France, elle est découverte par le musée d'art moderne de la ville de Paris. Suzanne Paget lui consacre une grosse exposition en 1994, donc on voit que la reconnaissance est plus tardive, mais les deux parcours comme on va vous le démontrer, se sont suivis et ont trouvé plein de points d'accroche. Alors on va commencer par l'enfance de ces deux personnages. Ah pardon, j'ai fait une bêtise. À droite. Ouais. Voilà, donc les photos, bon, on n'y revient pas. Donc le premier thème que nous voulons aborder, c'est la question de l'enfance meurtrie. Et je passe d'abord la parole à Cécilia qui va parler donc de cette question-là chez Bacon. Voilà. Mais j'arrive pas du tout à faire avancer le... Encore après. Voilà, en fait, on va commencer par l'enfance de Francis Bacon. Donc si on prend un ordre chronologique, une enfance meurtrie également, puisqu'avec une relation très difficile avec son père. Eddie Bacon est un ancien militaire de l'armée britannique qui quitte l'armée avec le rang de major et qui va se reconvertir dans une nouvelle activité, l'élevage de chevaux de course. On imagine très bien qu'à la maison, il impose une autorité à toute la famille
et il perçoit son deuxième fils, hein, c'est une famille de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, et Francis est le deuxième né de la fratrie, et il est vu par son père comme un enfant faible, tout simplement déjà parce qu'il souffre d'allergies aux chiens et aux chevaux. Imaginez, vous grandissez dans une ferme équestre. Il souffre d'un asthme, un asthme chronique qui ne le quittera pas tout au long de sa vie. Et puis, cette violence, cette brutalité du père, Francis Bacon a toujours raconté que c'était aussi ce qui va évoquer une certaine violence dans ses rapports sexuels. Il a une volonté d'attirance vers le père. Et à l'adolescence, d'ailleurs, les premiers émois amoureux de Francis Bacon l'entraînent plutôt du côté des garçons que des filles. Et ça ne conviendra absolument pas à cette famille de l'époque victorienne, installée entre l'Irlande et l'Angleterre sur les premières années du début du XXe siècle. Et Francis Bacon a toujours raconté qu'il s'est fait chasser de chez lui par son père à l'âge de 16 ans parce que ce dernier l'a surpris en train d'essayer les sous-vêtements de sa mère. Et en fait, Bacon, dans ses premières années, quand il quitte le domicile familial, il va être accompagné, que ce soit dans sa vie intime, mais également dans son parcours artistique, par des hommes plus âgés que lui. Il y a 3 figures qui vont se relayer. Tout d'abord, Eric Alden, qui est un collectionneur. Roy de Maistre, un peintre australien qui va être vraiment le premier mentor de Francis Bacon. Francis Bacon ne fait pas un parcours artistique traditionnel. C'est entre autres Roy de Maistre qui va l'initier à l'art. Et la dernière figure qui est présentée ici, Eric Hall, qui l'accompagne pendant plus d'une dizaine d'années, qui est un magistrat, un membre du conseil municipal à Londres, qui quitte sa femme et ses enfants pour vivre son histoire d'amour avec Francis Bacon. Et c'est finalement cet homme qui va aussi accompagner les premiers pas artistiques de l'artiste, du jeune artiste en devenir, puisqu'en 1934, il finance complètement une exposition monographique de Bacon à la Transition Gallery à Sutherland House à Londres. En fait, ces 3 hommes qui sont vraiment dans les premiers pas artistiques de Bacon sont des hommes beaucoup plus âgés, et on peut y voir bien sûr une figure paternelle de substitution. Voilà. Mais un rapport très douloureux avec le père qui engendre les relations futures de Bacon. Alors, Louise Bourgeois, ce qu'il y a de très intéressant chez Louise Bourgeois, c'est d'abord qu'elle ne parlera de son enfance que tardivement. Elle n'en parle qu'à partir du moment où elle acquiert une grande notoriété dans les années 80, et elle va en parler comme une sorte de flot, comme une sorte de récit familial qui va occuper tous ses entretiens, tout ce qu'elle peut raconter aux conservateurs, aux amis, aux visiteurs. Elle va ainsi dérouler un roman familial qui va en fait venir expliquer ou créer une sorte d'arrière-fond à son œuvre, révélant en fait qu'en effet, ce roman familial, son vécu enfantin, est la matière de son œuvre, et on en reparle. On essaiera de comprendre pourquoi, je pense, au fur et à mesure de la conférence. Alors, ce vécu familial, on va en parler un petit peu. Donc, elle est la fille de Joséphine et de Louis, qui sont, pour ce qui est de Louis, c'est un homme qui est apparemment assez volage, qui a une grande faconde, avec laquelle elle a une relation très, très complexe, assez ambivalente, faite certainement d'attirance oedipienne et de rejet. Lui-même n'est pas dans un rapport très, comment dire, il taquine sa fille Louise, qui est probablement sa préférée. Je ne dirais pas que l'interdit, disons, Enfin, il y a une sorte de séduction, disons, du père. La mère Joséphine est une femme qui n'a pas une éducation, une culture très, très, très étendue, mais elle va tenir. Elle est issue d'une famille de personnes qui font des tapisseries, famille d'Aubusson, et elle va tenir le négoce familial, tenir le magasin, enfin qui est en fait comme c'est bien connu, de rénovation de tapisserie à Paris, et puis a choisi à Antony, puisque la maison familiale va s'installer au bord de la Bièvre, puisqu'il faut de l'eau pour les tisserands. Donc c'est une femme de caractère assez forte, qui tient l'atelier, qui très tôt encourage ses enfants, parce qu'elle aura 3 enfants, à travailler avec eux. Donc, et là on voit qu'il y a plusieurs choses qui marquent Louise dans cette enfance. Donc un couple en fait assez dissemblable, mais avec une femme très amoureuse de son mari, au point qu'elle va le suivre pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il est poilu, et embarquer d'ailleurs avec elle, Louise, sur le champ de bataille pratiquement. Ce qui va faire que Louise enfant, qu'est-ce qu'elle va voir ?
elle va être confrontée à la mère est infirmière, elle va être confrontée à des corps meurtris. En plus que d'être confrontée à la réfection de tapisserie. Donc il y a comme ça des souvenirs d'enfance très marquants. Et puis il y a le cœur du roman familial, l'histoire que donc les parents embauchent à un moment donné une jeune femme, Sadie, une anglaise, pour que comme ça se fait dans une bonne famille, pour que les enfants parlent anglais avec la jeune fille, une jeune fille au père, qui devient la maîtresse du père et qui vit avec eux pendant 10 ans. Et il semble, selon ce que raconte Louise Bourgeois, qu'enfant, elle n'en avait pas conscience. Et cependant, ça fait ce qu'on appellerait une famille un peu dysfonctionnelle, ou en tout cas où il y a de la promiscuité sexuelle, avec une jeune femme que Louise aime beaucoup, qui est aussi la maîtresse du père, et une mère qui est à la fois courageuse ou non protectrice à avoir. Donc ce milieu familial, à cela s'ajoutent d'autres éléments qui vont venir plus tard, qui sont une sœur qui est handicapée, Henriette, qui a un problème à la jambe et qui a du mal à marcher, qui donc a un problème aussi, donc le corps est encore attaqué, et puis un frère qui va devenir de plus en plus fou au fil des années, déclarer une schizophrénie et être interné à Sainte-Anne et à Villévrard et mourir assez jeune de ça, et un frère d'une folie qui se porte aussi sur des questions peut-être aussi sexuelles. Donc voilà, il y a un milieu familial très marquant, et de tout ça, de ce bouillon, disons, psychanalytique, elle va tirer un certain nombre de thématiques qu'elle va retravailler, on va voir dans quel contexte. Oui, alors justement, la famille, c'est un terrain d'affrontement et de lutte pour ces deux figures, avec l'image du père qui a beaucoup d'emprise respectivement sur Francis Bacon ou sur Louise Bourgeois. Et ils vont donc chercher à s'émanciper respectivement de cette emprise familiale. Louise Bourgeois va partir s'installer aux États-Unis, elle aura une vie de famille sûrement plus classique que celle de Bacon, et Bacon, lui, va aller à Londres, à Berlin, à Munich et puis à Paris. Donc on va évoquer dans la deuxième partie de notre dialogue cette question en fait de l'exil européen, enfin de ce qui se passe à ce moment-là en Europe dans les années 30, 40 et 50, et comment en fait la galaxie surréaliste, le mouvement surréaliste qui est alors rayonnant en Europe et un peu aux États-Unis, puisque tous les grandes personnalités surréalistes comme André Breton vont s'exiler aux États-Unis, comment ces deux artistes croisent cet univers surréaliste et ce qu'ils en font en fait. Ils ne sont pas finalement influencés ni l'un ni l'autre par les mouvements comme le cubisme, le dadaïsme, ces premiers mouvements du début du siècle, mais davantage par le surréalisme qu'on va évoquer à l'instant. Donc on commence par Bacon pour expliquer un petit peu son rapport au surréalisme, qui n'est pas toujours un rapport très facile d'ailleurs. Alors d'abord, voilà, en fait, quand Francis Bacon quitte donc sa famille, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il a 16 ans, il quitte le domicile familial. Comme tu l'as souligné, Caroline, il part d'abord sur Londres pendant une année, ensuite il va rejoindre Berlin. Alors on est en 1927, si vous avez les tableaux d'Autodix en tête, ça vous donne aussi une idée du Berlin de la grande décadence de la République de Weimar, et Bacon en parlera sous ces termes-là. Il fera un rapide séjour à Munich avant de s'installer à Paris. Et Paris est une grande révélation. Déjà, il va vivre auprès d'une famille française du côté de Chantilly. Il va apprendre le français. Voilà comment Bacon sera parfaitement francophone et va devenir francophile. La première rencontre artistique, ce sont des tableaux de Picasso qui vont être d'une très très grande influence pour lui. Il a toujours raconté que lors de son séjour parisien, il va à la galerie Paul Rosenberg. Il voit une exposition de 100 dessins de différents artistes, mais il y a des dessins de Picasso, et ces dessins lui donnent envie de devenir artiste à son tour. En fait, on sait que sur les premières années, en 27, 28, 29, 30, il va voir, non, c'était juste avant, voilà, il va voir beaucoup d'œuvres de Picasso, et puisqu'il achète aussi, même de retour à Londres en 29, il peut se procurer la revue Cahiers d'art, où il y a des reproductions. Donc là, vous avez, entre autres, d'après Picasso, la danse, une des nombreuses toiles inspirées par le grand maître espagnol. Et puis très rapidement, aussi de retour à Londres en 29, il peut se procurer la revue Documents de Bataille. Et donc là, c'est plutôt une approche avec le surréalisme, justement. Il a toujours dit qu'il s'est senti proche du surréalisme, mais sans aimer la peinture surréaliste. Et c'est finalement d'André Masson qu'il se sent le plus proche. En fait, dans son approche
de méthodologie. Il y a la grande influence du hasard, de la chance, de l'accident, des automatismes, et c'est pour ça qu'il se sent proche du surréalisme. Alors, Caroline, on a la deuxième peinture, justement, peinture 46, qui est peut-être la plus emblématique, puisque Bacon a toujours raconté que pour peindre cette toile, il avait l'idée de peindre d'abord un oiseau de proie atterrissant dans un champ, et puis vous voyez que le résultat final est quand même complètement différent. Tout simplement, il a expliqué avoir commencé par cet oiseau dans ce champ. Ces images ont entraîné une autre idée, et ainsi de suite, une autre image, une autre idée, une autre image. Donc vous voyez l'automatisme et le côté accident que l'on peut retrouver également dans le surréalisme. Et vous avez un élément, on va dire, de l'iconographie surréaliste qui est représenté dans cette œuvre, avec le parapluie. Alors parapluie fermé peut faire penser à un aspect phallique, et le parapluie ouvert, entre autres dans les écrits de Freud, est assimilé au vagin. Voilà, en tout cas, Bacon s'inscrit et va en tout cas être proche. Alors, il va vouloir faire partie d'une exposition surréaliste en 1936 à la New Burlington Galleries de Londres, mais il se fait refuser par pourtant deux grands noms, Herbert Reed et Roland Penrose, qui lui disent que ces tableaux ne sont pas assez surréalistes. Donc voilà, il ne pourra pas participer à cette fameuse exposition de 1936, et du coup il détruit toutes ses toiles. Alors oui, tandis que alors peut-être évoquer... Voilà, oui, alors le peinture séjour à 46, Monaco. voilà, lui permet en tout cas la vente de ce tableau. C'est un tableau très important pour lui. C'est une première grosse vente, un tableau qui est vendu à 200 livres. Ça nous paraît dérisoire aujourd'hui, mais c'est... Fred Barr qui l'acquiert. Alors, Non, d'abord, c'est Erika Brunzen qui lui achète, qui s'occupe de la galerie Hanover. Elle va être sa galeriste pendant une dizaine d'années. 200 livres, c'est l'équivalent de 30 000 € à peu près. Et elle le revend effectivement 2 ans plus tard à Alfred Barr, le directeur du MoMA, qui est en train de monter les collections du musée. Et c'est un tableau également qui est présenté à Paris pour une exposition de l'UNESCO. Donc c'est un tableau très important pour Francis Bacon à plein des égards, et qui a un lien avec nous à Monaco, puisqu'avec ses 200 livres, Francis Bacon décide de s'installer à Monaco, et il va devenir résident monégasque entre 1946 et le début des années 50, et au total, il fréquentera Monaco pendant 50 ans. Alors Monaco, mais également l'ensemble de la Côte d'Azur, Nice, et puis la Provence, Marseille, Aix-en-Provence, Arles, Montmajour également, et ce qui l'intéresse en particulier à Monaco, c'est le casino. C'est un très très gros joueur, comme vous pouvez le voir. Et il aura une des grandes expositions au musée Cantigny organisée à l'époque. Seule exposition en dehors de Paris, c'est celle du musée Cantigny à Marseille, tout à fait en 1976. Voilà. Et Monaco a accueilli plus proche de nous en 2016 une grande rétrospective sur Francis Bacon, la France et Monaco. Voilà, et la conservatrice qui avait fait l'exposition, son nom m'échappe. C'est Martine Harrison, c'est le... Non, c'était une conservatrice française au musée Cantigny, son nom m'échappe à l'instant, mais il lui avait offert un portrait, elle l'a donné au musée, ce qui était un geste très fort. Mais je ne sais plus comment elle s'appelle, son nom m'échappe à l'instant, mais elle est très connue, elle a dirigé les musées de Marseille pendant... Voilà, Marielle Latour, exactement. Donc elle a permis en tout cas que les musées de Marseille possèdent un autoportrait de Francis Bacon. Alors par contre, chez Louise Bourgeois, le rapport au surréalisme, comme vous disiez, Émilie, est beaucoup plus ambivalent et complexe. Oui, on va la laisser. Je vais avancer comme ça pour ces slides-là. Oui, alors en fait, en effet, on parlait d'émancipation du milieu familial, c'était un peu notre idée. Le surréalisme, il faut voir que c'est quand même un mouvement particulièrement émancipateur, puisque c'est le mouvement révolutionnaire anti-bourgeois, anti-famille, anti-couple traditionnel, enfin c'était quand même le mouvement révolutionnaire des années 30. Et est-ce que Louise Bourgeois s'intéresse déjà aux questions psychanalytiques? En tout cas, avant Louise Bourgeois, elle commence par faire des études d'art dans les écoles d'art parisiennes, et elle est confrontée au cubisme. Elle a Fernand Léger comme professeur, elle prend des cours à la Grande Chaumière, elle a André Lotte comme professeur, elle travaille ce type de pendant des années en fait, jusqu'à finalement l'après, et jusqu'à justement ce que le surréalisme ait un effet sur elle. Alors, Louise Bourgeois, quand elle habite à Paris dans les années 30, elle habite au-dessus de la galerie Gradiva, qui était la galerie surréaliste fondée par André Breton. Elle a aussi souhaité être intégrée dans l'exposition de 38, l'exposition internationale du surréalisme de 38. Elle a, elle aussi, été regardée un peu de haut par André Breton et ses comparses.
est-ce qu'à l'école, sa peinture était tout à fait surréaliste? Elle faisait pas encore tout à fait ça, mais c'était quand même des œuvres, bon là je vous montre quelque chose de plus tardif, mais voilà, dans lesquelles il y avait une forte émotivité, dans lesquelles il y a beaucoup de narration, de récits, dans lesquelles il y a des symboles étranges, dans lesquelles il y a des couleurs stridentes, dans lesquelles il y a des éléments symboliques ambivalents liés à la sexualité. Ici, une femme avec elle a ses 3 enfants qui sont, bon, on peut dire que ce sont les enfants de Louise Bourgeois, mais en tout cas, ils sont ses 2 seins et son sexe. Donc en tout cas, elle fait des œuvres qui sont à minima étranges. Elle n'est donc pas acceptée et elle rencontre un jeune historien d'art, Robert Goldwater, qui est spécialiste d'art primitif, qui est américain. Et ils se marient en quelques semaines, enfin, et elle part avec lui en 1938 à New York. Ce qui est intéressant, c'est que Goldwater a fait sa thèse sur le primitivisme dans l'art moderne. Primitivisme, l'intérêt pour les arts extra-occidentaux dans l'art moderne. Et il s'est intéressé au surréalisme et il a un jugement très négatif sur le surréalisme. Il dit que ce sont des artistes qui utilisent des symboles, mais qui font une sorte de jeu formel de symboles, d'images freudiennes, mais qui ne vont pas au fond des choses. Et on dirait que Louise Bourgeois et Goldwater s'entendaient très très bien sur ce sujet. Donc elle n'a cessé par la suite, Louise Bourgeois, en effet, d'avoir un point de vue assez critique sur le groupe d'André Breton, tout en étant très proche de choses surréalistes. Par exemple, à la fin des années 40, elle réalise cette série de femmes maison qui évidemment évoque les mannequins de la fameuse exposition de 1938 où il y avait des mannequins avec des cages faits par les différentes artistes surréalistes qui évoquaient des femmes maison. Mais là, elle retourne le propos en évoquant quand même une condition féminine complexe. Donc voilà, des tableaux on ne va pas rester des heures dessus, mais on voit bien les liens avec le surréalisme. Et puis elle va aussi faire, à partir du milieu des années 40, ces sculptures en bois, dans lesquelles elle commence à exploiter un mal-être qui est celui de l'exil aux États-Unis, voilà, selon une direction qu'elle ne maîtrise pas encore complètement, mais en tout cas, elle concurrence en utilisant ces sculptures l'intérêt que les surréalistes avaient pour l'art primitif en effet. C'est-à-dire qu'elle va faire vraiment des œuvres d'art primitif, qu'elle va le promener avec elle, qui vont avoir un rôle d'exorcisme d'une souffrance d'exilé pour elle. Donc elle va aller plus loin en quelque sorte, elle ne va pas faire des tableaux qui représentent Oedipe ou sa souffrance, mais elle va faire des œuvres qu'elle va pouvoir charger, qu'elle va pouvoir utiliser dans le cadre d'une sorte de travail sur soi. Voilà. Et puis, voilà, les titres des œuvres sont aussi assez rigolos, on dirait des poèmes surréalistes. Donc, c'est figure qui apporte le pain, figure qui, je ne lis pas bien d'ici, qui s'appuie contre une porte, une espèce d'histoire très étrange qui évoque le surréalisme. Voilà. Donc, on la voit là sur son toit où elle commence à faire ses œuvres dans les années 40. Une exposition, voilà, là, c'est les sculptures qu'elle promène chez elle à Easton. Elle les plante dans la galerie comme des fétiches africains. Et puis, on la voit ici, voilà, travailler le bois d'une manière qui permet aussi une sorte de décharge affective qu'elle commence à construire dans son travail plastique. Et enfin, elle réalise chez William Hayter, qui est un graveur exilé, qui était au 17 rue de la Grande Chaumière à Paris et qui, pendant la guerre, s'exile aux États-Unis, une série de gravures accompagnées de textes qui sont des textes tout à fait étranges, vraiment typiques de l'humour noir surréaliste. Donc alors même que les surréalistes sont à New York en exil, comme vous le disiez Caroline, et sont reconnus par tout le monde de l'art, Louise Bourgeois commence à construire en quelque sorte une carrière et un travail en quelque sorte contre le surréalisme, autour de questions d'affect, de sexualité, d'étrangeté, qui vont traverser tout son travail par la suite. Alors, il y a la question ensuite qu'on souhaiterait évoquer avec vous, c'est la question du deuil et de la mort. Chez Bacon, c'est très très présent cette question et évidemment... Ah oui, alors ça, je ne l'ai pas montré. Oui, c'est pour vous. Oui, excusez-moi. Oui, elle est quand même amie de certains surréalistes. Donc là, par exemple, c'est une sorte de performance qu'elle fait chez elle avec Miro. Donc même si elle critique toujours les surréalistes, et notamment André Breton, elle est proche de Miro, par exemple, et d'autres. Voilà. Et c'est vrai que les thématiques, on en reparlera, mais ces thématiques sur l'inconscient reviendront plus tard dans son travail.
ici la thématique de l'hystérie, transportée sur un corps masculin en 93. Et puis là, dans les selles, on en reparlera, des sortes de mise en scène de psychodrames familiaux. Et du coup, gardez la parole, Annie, puisqu'on va parler de la question de la mort et du deuil, peut-être en commençant avec Louise Bourgeois, qui connaît aussi des deuils importants. Elle perd sa mère en 1932. D'ailleurs, elle accompagne précédemment sa mère à Nice pour être soignée. Donc, elle fait aussi un bref séjour sur la Riviera, sur la Côte d'Azur. Mais ensuite, elle affronte le décès de son père en 1951 et ça donne lieu à une période difficile. Donc peut-être commençons par évoquer la question de la mort et du deuil à travers Oui, en effet, le parcours de Louise. Oui, en effet, donc Louise Bourgeois, dans cette façon qu'elle a d'élaborer son travail, progressivement autour des questions d'affect, va en fait exploiter, c'est pas un très joli mot, mais va en tout cas travailler à partir de ses affects propres. Donc on a évoqué une enfance avec des questions complexes, de promiscuité sexuelle. Et puis ensuite, il y a deux deuils importants, celui de sa mère en 1932, comme vient de le dire Caroline. Elle s'est occupée de sa mère avant sa mort. Sa mère avait apparemment des problèmes je ne sais pas comment appeler ça, c'était pas le Covid, mais c'était une sorte d'affection respiratoire grave. Donc il fallait lui mettre des ampoules, des choses pour faire fonctionner les poumons. Elle est partie sur la Côte d'Azur. Louise Bourgeois, à l'époque, a 17-18 ans. Elle interrompt ses études. Elle passera le bac en candidat libre, avec beaucoup de courage après la mort de sa mère. Et donc cette mère qui à la fois a fermé les yeux sur la présence de cette maîtresse et avec laquelle elle avait certainement un rapport très ambivalent pris dans toutes sortes de conflits oedipiens, elle est aussi celle qui l'a soignée, elle a été son infirmière. Et la mort de sa mère lui crée un choc énorme en fait, au point qu'après son bac, on dit souvent qu'elle s'est inscrite en mathématiques à la Sorbonne parce qu'elle a voulu retrouver une sorte d'ordre et de rigueur dans une vie qui semblait partir en miettes. En 1951, après plusieurs années assez compliquées, parce qu'elle essaye de concilier une vie d'artiste, une vie de femme de grand historien d'art reconnu à New York alors qu'elle ne l'est pas encore, et une vie de mère, parce qu'elle a 3 enfants rapprochés, dont un adopté. C'est l'époque où elle fait ses personnages. Elle va passer une année en France avec son mari, Robert Goldwater, qui a eu une bourse de recherche, une bourse Fulbright. Elle vit dans le 14e arrondissement. Et tout d'un coup, son père meurt, avec lequel il y avait eu un ensemble de rapports complexes. Et cette mort du père, c'est le deuxième deuil. Elle dit qu'elle s'est évanouie en l'apprenant. Donc ces questions de mort et de deuil vont ensuite former en fait les différents traumas sur lesquels qui vont d'abord la faire souffrir, puisque Louise Bourgeois entre dans une période de grande dépression pendant pratiquement 10 ans. Elle n'a pratiquement pas exposé, elle n'a pratiquement pas produit, enfin très peu pendant 10 ans. Cette dépression se traduit par d'abord le fait d'être alitée pendant plusieurs mois, enfin l'année de la mort de son père, puis par toutes sortes de symptômes qui sont bien décrits par toutes les recherches récentes qui ont été faites sur les écrits psychanalytiques de Louise Bourgeois. Basophobie, elle a peur de tomber, elle a des diarrhées, elle a des vertiges, elle a des crises de vomissement, des crises d'angoisse, des crises de colère, de violence, de jalousie intense, d'envie, mais aussi de culpabilité. Donc tout ça est décrit dans ses écrits. Elle entame une psychanalyse avec le docteur Lowenfeld, qui est un psychanalyste viennois qui a fui l'Autriche parce qu'il était juif, et qui est proche d'un penseur qui était Wilhelm Reich, qui prône une forme de libération sexuelle et de libération de la société. Donc Louise Bourgeois suit cette psychanalyse, et c'est seulement à l'issue de cette psychanalyse, à la fin des années 50 et au tout début des années 60, qu'elle va faire des formes nouvelles, un peu visqueuses comme ça, un peu visqueuses comme l'inconscient peut l'être, comme les sensations corporelles intimes peuvent l'être, qui évoquent peut-être des écrits psychanalytiques comme ceux de Mélanie Klein, les sensations du nouveau-né, des corps qui ne sont pas encore complètement reconstruits, qui sont par exemple Clutching ici, ou je ne sais pas s'il y en a d'autres, voilà. Le regard en 63, elle utilise le plâtre, le latex. Et donc ce moment, c'est le moment où en fait elle sort de la psychanalyse et où elle va réussir un peu à réorganiser ses sensations et sa psyché d'une manière qui lui permette de recréer une nouvelle forme
de sculpture, d'abord en s'appuyant sur ces sensations archaïques primales qu'elle a redécouvertes grâce à la psychanalyse. Ça, c'est vraiment ses premières sculptures après sa dépression. Tandis que Bacon, lui, va vraiment... je continue là Non, c'est très bien. Ouais. Tandis que Bacon, lui, va vraiment, au contraire, représenter cette mort et ses deuils dans ses tableaux de manière frontale. Complètement, en fait. Lui n'arrête pas de peindre malgré 3 grands décès qui vont marquer sa vie. Alors, bien sûr, il y a eu le décès de son père, mais comme il était en confrontation avec son père, ce n'est pas le décès qui va le marquer le plus. Il y a 3 autres décès qui sont beaucoup plus importants pour lui. Tout d'abord, cette femme dont il se sent très très proche, c'est sa nanny, Jessie Lightfoot. Il est plus proche de sa nanny que de sa propre mère. Et en fait, il passe 40 ans auprès d'elle. Et même une fois adulte, elle continue à vivre avec Francis Bacon, elle s'occupe de l'intendance, elle est complice aussi dans le crime, entre guillemets, et quand Bacon d'ailleurs s'installe à Monaco en 1946, Jessie Lightfoot aussi suit Bacon et s'installe à Monaco, et elle aussi devient résidente monégasque. Donc c'est sa nounou adorée, sa nanny adorée, et qui décède en avril 1951, la même année, le même mois que le père de Louise Bourgeois, donc il y a une coïncidence. Alors il ne fait pas vraiment de portrait de la nanny Lightfoot, mais elle est très présente. Il associait souvent à l'image de la nanny qu'on trouve dans le cuirassé Potemkin, le film de Sergei Eisenstein, et il a fait quelques tableaux sur ce thème-là, cette femme qui est en train de crier. En tout cas, dans son inconscient, il y a cette assimilation. Par contre, ensuite, il y a 2 autres décès qui vont le marquer profondément. Le premier sera le décès de son grand amour, Peter Lacey. Alors, Peter Lacey est un ancien pilote de la Royal Air Force que Bacon rencontre en 1952. Et les 2 hommes vont entamer une relation très passionnelle, mais aussi très destructrice, avec une certaine violence. Et ils ont cette relation pendant presque une dizaine d'années, avec beaucoup de hauts et de bas, tel point qu'ils vont décider de partir vivre sur 2 continents séparés. Bacon reste à Londres, et Peter Lacey s'en va vivre à Tanger. Alors Tanger ne fait pas partie du Maroc à ce moment-là, c'est plutôt une zone franche. Vous avez aussi bien les exilés fiscaux, les acteurs de Hollywood, les écrivains de la Beat Generation, et Peter Lacey devient pianiste dans un bar. Sachez quand même que les salaires qu'il gagne lui permettent de payer les boissons qu'il consomme à longueur de journée, donc avec un état d'alcoolisme très, très avancé. On sait que les 2 hommes se retrouvent régulièrement à Tanger. Bacon fait plusieurs allers-retours par an pour rejoindre Peter à Tanger, et ils passent leurs vacances à Cannes et Cannes-la-Boca en 58 et 59. La mort de Peter Lacey arrive de façon très tragique, puisque c'est au moment où Bacon est en train de vivre un grand moment dans sa carrière. On est en 62. Il a une première rétrospective qui lui est offerte par la Tate. Il en aura une deuxième en 85, mais 62, c'est enfin son pays lui offre une exposition d'envergure. Et le jour du vernissage, il reçoit plein de télégrammes de félicitations. Mais parmi les télégrammes, il y a un télégramme qui lui annonce que Peter Lacey est décédé la veille à Tanger. Donc voilà, dans un moment de succès professionnel, voilà, il perd son amant. Et de façon très étrange, 10 ans plus tard, se répète ce scénario avec la mort de l'homme qui va remplacer Peter Lacey dans son cœur, c'est George Dyer. Alors George Dyer est un jeune homme issu de l'East End londonien. Bacon a toujours raconté qu'ils se sont rencontrés parce que George était en train de cambrioler l'atelier de l'artiste. Voilà comment ils se sont rencontrés. Ils ont aussi une relation très passionnelle et assez destructrice. Ce que Bacon aime chez George, c'est son corps, son visage, très belle musculature, mâchoire, comme on dit, à l'américaine. Donc il fait énormément de portraits de George en pied ou des portraits comme celui que vous avez juste au-dessus de moi. C'est la muse, c'est véritablement la muse de Francis Bacon sur ces années 60. Mais George, sous ses aspects un peu de jeune homme très dur, en fait, il est très fragile. Il dépend de Francis Bacon à la fois financièrement, mais également émotionnellement. Et en 71, Bacon se voit offrir par la France une rétrospective au Grand Palais, alors événement très rare puisque peu d'artistes vivants exposent à ce moment-là au Grand Palais. Un artiste britannique, voilà, c'est extrêmement rare. Donc c'est aussi vous montrer le statut que Bacon à ce moment-là, dans les années 70 en France. 108 œuvres sont présentées, c'est vraiment peut-être le sommet de la carrière de Bacon qui se considère francophile et francophone et qui pour lui avoir du succès en France, c'est extraordinaire.
Et 3 jours avant l'ouverture de cette exposition, il a une violente dispute avec Georges à l'hôtel des Saints-Pères, l'hôtel où les 2 hommes sont descendus. Et les 2 hommes vont faire chambre à part. Et le lendemain matin, quand on rentre dans la chambre de Georges, on le retrouve inanimé. Il s'est suicidé, un abus de somnifères et d'alcool. Donc imaginez, Bacon est en train de vivre, encore une fois, un des grands moments de sa carrière professionnelle, et 3 jours auparavant, son amant se suicide. Bacon, en fait, se sentira coupable, mais dira toujours en fait que la mort a toujours fait partie de sa vie, qu'il vivait bras dessus, bras dessous avec la mort, que finalement il était aussi poursuivi par les furies, par les érénies, parce qu'il disait si quelque chose de bien se passe pour moi à un moment donné, je vais le payer. Voilà, donc 3 morts qui se succèdent quasiment à 10 ans d'intervalle, surtout 2 dans des conditions très similaires. Bacon, donc lui, ne s'arrête pas de peindre, mais va continuer à peindre, va représenter une certaine culpabilité, justement en représentant des tableaux avec les érénies, les furies de l'Orestie d'Échille. Et puis, il va avoir tendance à isoler ses personnages, comme vous pouvez le voir ici sur ces 3 études de Lucien Freud. Il isole ses personnages dans des pièces avec un moyen iconographique de la cage qui renforce cet isolement et peut-être cette culpabilité, mais surtout la fragilité de la condition humaine puisqu'il a été confronté à plusieurs reprises à cette mort. Oui, alors Bacon disait souvent que la mort, en fait, il la voit tous les matins dans son miroir et que donc Exactement. c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Pour lui de... Il disait je vis bras dessus, bras dessous avec la mort. La mort a vraiment fait partie tout au long de sa vie. Il a perdu les membres de sa famille, ses amants dans des circonstances similaires. Et ensuite, à la fin de sa vie, ce sont surtout des amis qui décèdent. Et les années 80 sont terribles pour lui. Il se sent très, très seul, très isolé. Alors justement, on va passer à un autre thème qui est la question de la sexualité, puisque les 2 artistes évoquent cette question du corps, mais à travers vraiment le corps en tant qu'objet sexuel, objet de désir, objet de passion, objet d'affrontement. On va commencer par Louise Bourgeois à travers cette question de la fragmentation du corps, et puis le corps aussi comme lieu de fécondité, où on retrouve beaucoup chez Louise Bourgeois les motifs des mamelles, mais aussi du phallus, des ventres fécondés, de ces champignons comme ça qui gonflent. Donc il y a quelque chose d'abondance en fait chez elle. Oui, alors elle... je me comme image là. Oui, on peut retourner en arrière. Oui. Pardon. Hop, vous avez déjà vu Fillette. Alors, donc on a bien, on voit bien comment c'est des œuvres qui se répondent parce que, comme vient de l'expliquer Cécilia, c'est que le deuil, la souffrance, le trauma est en fait se traduit d'une manière ou d'une autre dans des représentations des corps. C'est-à-dire il y a une façon de relier, de relier la chair, le corps, parce que c'est ce qu'on voit aussi en psychanalyse. C'est pas l'âme et l'esprit, c'est pas le corps et l'âme, c'est le corps et l'âme faisant un. Et ça, c'est une chose, je pense, qui rassemble beaucoup Louise Bourgeois et Francis Bacon, d'autant que, en fait, donc j'ai montré tout à l'heure des œuvres de Louise Bourgeois à la sortie de son analyse on pourrait dire qu'elles sont abstraites, puisque qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ce sont on dirait des masses un peu organiques? Elle parle parfois de harpe, donc elle est plutôt dans un registre un peu abstrait. Mais assez vite, on peut dire que Louise Bourgeois, Louise Bourgeois, on le voit par les titres notamment, ne quitte jamais la figuration. Et en cela, c'est aussi le parallèle avec Bacon, c'est qu'elle reste dans des choses figuratives. Mais figurative ne veut pas dire d'avoir des corps entiers. Et donc, à partir du moment où elle commence à travailler ces formes dans les années 60, qu'elle appelle parfois des lairs, des refuges, elle va progressivement faire une sorte d'anatomie, en fait, ou de travail anatomique sur les différentes parties du corps ou des différentes parties organiques. Donc ici, vous avez amoeba, amibe, donc c'est presque une sorte de biologie ou d'histoire naturelle que le travail de Louise Bourgeois à partir même plutôt, mais surtout à partir de ce moment-là. Torso, self-portrait, donc un autoportrait qui est en fait sous la forme d'un torse, qui est lui-même une partie de corps. On imagine des côtes
rien n'est très illustratif, c'est comme Bacon, le corps n'est pas, voilà, c'est pas un calque, mais c'est une sorte d'évocation ici de l'os, de la rigidité de l'os, ici de la souplesse de l'organe, de la souplesse de la matrice. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est un nid de guêpe ou un utérus féminin? On ne sait pas trop. Le corps en morceaux pour Louise Bourgeois, c'est ainsi ce qui va provoquer ce sentiment un peu que les critiques à l'époque trouvent un peu désagréable. Donc elle élabore aussi des formes végétales, fée couturière du nom d'un petit oiseau, donc ici c'est une sorte de nid qui se suspend, donc elle est aussi tout à fait dans le droit fil de la sculpture moderne, plus de socle, plus de, voilà, de point de vue, plus de voilà, tout ce que Rosalind Krauss a pu décrire dans son livre, et elle crée par exemple Fillette en 68-69, qui est à la fois, dont le titre est évidemment complètement antithétique avec celui de ce pénis. Elle habite tout près du Meatpacking District à cette époque-là, à New York. Donc elle voit des bouchers décrocher des morceaux de viande tous les matins. Je crois que c'est aussi un lien avec Bacon. Donc, et donc ces morceaux, on raconte qu'elle a plus tard en Italie, quand elle fait des séjours en Italie, moulé des morceaux de viande, moulé des organes. Elle pratique le moulage aussi. Donc, et elle va du coup de plus en plus aller vers ces descriptions de corps en morceaux qui vont qui vont ensuite également être troubles en termes de genre, puisque là vous voyez que Fillette, bon, bah, c'est un pénis évidemment masculin, on ne peut pas ne pas le voir, mais elle l'appelle Fillette. Vous avez aussi le Janus fleuri, qui là aussi, est-ce qu'il s'agit d'une vulve, est-ce qu'il s'agit d'un double pénis, est-ce qu'il s'agit d'un être mythologique Janus, d'un jardin fleuri, d'une salade, du moulage d'un estomac, d'intestin, parce qu'il y a toujours cette histoire de l'intestinal qui revient beaucoup chez Louise Bourgeois. Donc des œuvres de plus en plus ambivalentes, où le fil surréaliste court toujours, et qui en fait sont du côté de l'archaïque, du ça, du réel, de ce qui est un peu au-delà de l'élaboration symbolique. Voilà, donc des parties de corps dans les années 60, et je laisse la parole. Alors évidemment ça se poursuit ensuite, j'en ai pas montré d'autres, mais cette histoire du corps partiel, il se continue chez Louise Bourgeois dans les années 80 avec les Nature Studies, les yeux, les séries autour des yeux, et puis comme on le verra tout à l'heure dans les cells, ou comme on l'a vu plus tôt dans les cellules des années 90, on a des morceaux de bras, des morceaux de corps qui continuent en fait ce fil du corps en morceaux, qui correspond certainement à l'expérience qu'elle a pu faire d'un corps morcelé, qu'elle a probablement expérimenté elle-même et qu'elle est capable de réélaborer dans sa sculpture des années après. Alors, chez Francis Bacon, je vais peut-être aborder d'abord la sexualité, parce que la sexualité va déclencher ensuite les peintures. Lui se considère complètement homosexuel. Il assume, mais en même temps, il y a aussi une grande culpabilité, certainement, qui est issue de sa famille et de l'éducation qu'il a reçue. D'ailleurs, c'est certainement une des raisons pour laquelle il va vers la boisson, qui lui permet de se libérer complètement de cette culpabilité. Et c'est une sexualité aussi, certes, avec beaucoup de violence, hein, je l'ai déjà à peine esquissé en parlant de ses relations avec Peter Lacy, par exemple, et aussi l'autoritarisme de son père qui fait que pour lui, cette autorité, cette violence de son père, cette brutalité de son père déclenche des désirs sexuels. Hein. Donc il y a cet aspect-là. Et d'ailleurs, il a toujours raconté que ses premières expériences, il les a eues avec les palefreniers de son père, et qu'il y avait également le fouet. Bon, voilà, il y a cet aspect quand même très très violent dans sa sexualité qu'il vaudra avoir tout au long de sa vie. Alors dans l'art, en fait, il a toujours dit que c'est certainement la raison pour laquelle il a peint des corps masculins essentiellement, c'est parce qu'il était homosexuel. Et c'est vrai que quasiment toutes ses peintures représentent des corps masculins, très peu de modèles féminins, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout l'homme dénudé, comme vous pouvez le voir par exemple sur ce triptyque. Alors ce soit souvent des amants qui sont représentés, et ces hommes en fait sont... alors
Alors, Bacon, en fait, utilise un thème traditionnel de la femme à la toilette, mais qu'il convertit, lui, à l'homme à la toilette. Si vous regardez ici sur le panneau de gauche, l'homme est en train de se raser. Et alors, on a le très intime également chez Francis Bacon, puisqu'on a quelquefois des hommes représentés sur la cuvette des toilettes. Alors, ça nous place, nous, spectateurs, regardeurs, comme des voyeurs finalement aussi de ces scènes qui peuvent être assez voilà, troublantes, dérangeantes, finalement comme peuvent l'être certaines œuvres de Louise Bourgeois. Donc voilà, le corps masculin. Je crois qu'ensuite on a une autre représentation. Alors souvent, vous voyez, il les isole dans des pièces. On a vu déjà aussi d'autres exemples tout à l'heure avec des cages, des miroirs. Caroline, tu évoquais justement l'histoire de la mort aussi en se regardant dans le miroir. En fait, c'est une citation de Cocteau. Bacon qui disait, Bacon qui citait Cocteau qui disait le matin quand je me regarde dans le miroir, je vois la mort à l'œuvre. Donc pas forcément quelque chose de très très gai, et les ombres également qui sont souvent associées à la mort aussi dans l'œuvre de Francis Bacon. Donc dans les corps chez Bacon, voilà, sont soit souvent emprisonnés dans des espaces, ils sont souvent en mouvement également, et je crois qu'on a une image justement voilà, qui montre une figure en mouvement. Souvent c'est le corps humain mais dans un espace donné et un corps en mouvement, et ces déformations justement qu'il donne à ces corps humains ou à ces visages suggèrent le mouvement aussi, c'est très marqué. Et puis violence également dans ces œuvres, puisqu'on a l'accouplement également qui est souvent représenté, et je crois qu'on a une œuvre également sur ce sujet-là, peut-être l'une des plus connue, celle de 53, qui s'appelle Deux personnages, mais des scènes d'accouplement, vous en trouvez tout au long de sa carrière. Alors celle-ci montre aussi une certaine violence, parce que tout simplement aussi l'image qui sert de base est une image de lutteur, donc d'un sport physique, de combat. Donc on a l'affrontement des corps chez Francis Bacon, et donc une certaine violence qui est vraiment présente. Donc Bacon ne travaille pas d'après modèle vivant, il travaille toujours d'après photographie, et des photographies de ces modèles ou des photographies issues de livres ou de magazines. Et ici, on sait que c'est l'utilisation de photographies de Muybridge, qui est un photographe de l'époque victorienne, qui sert de base pour ce tableau. Ce sont des lutteurs. Donc une certaine violence dans sa sexualité et du coup dans sa peinture. Alors justement, puisqu'on évoque Muybridge, on peut parler de la question des sources et des... il y a encore quelque chose. Oui, il y a l'accouplement. Oui, il y a l'accouplement. On n'a pas fini sur ça. Oui, mais oui, le temps passe. Et c'est vrai que dans son texte, dans le texte que Caroline citait en début de conférence sur Francis Bacon, Louise Bourgeois dit que le Bacon a un besoin irrépressible d'exprimer sa rage et son désir. Elle dit « Les émotions de Bacon n'étaient peut-être pas meurtrières, mais elles étaient indubitablement violentes. C'était un peintre d'une terrifiante brutalité. C'est une violence infligée à l'autre et à soi. Bacon était masochiste, il distordait ses personnages, principalement masculins, comme un bretzel pris dans le mouvement d'attraction et de répulsion d'un ruban de Möbius. Bacon n'était pas un solitaire, il se mourait d'un excès de passion, sa souffrance comique, c'est quelque chose que je partage. » Et donc, cette violence qu'on voit dans les corps, dans l'accouplement, que Louise Bourgeois a retrouvée dans des sensations archaïques d'enfance, elle l'exprime après, alors c'est pas trop flagrant ici quand même, mais elle l'exprime dans des corps entiers très tardivement, à partir des années 2000, dans ces séries de poupées en tissu rembourré, en fabrique, les couples, les têtes qui crient aussi. Et ce sont ces représentations de la sexualité. Il y en a un dans l'exposition en haut qui s'appelle Couple. Alors les poupées ne sont pas entières dans celui qui est dans l'exposition, il manque les jambes et la tête. Et dans l'exposition en haut, ce couple est dans une cage en verre, évoquant tout à fait les cages de Bacon. Donc on est vraiment dans une espèce de même thématique, de couple, d'embrassade furieuse, le tout pris dans un cadre très strict qui rassemble les deux artistes et que peut-être ils ont trouvé chez Picasso, parce que c'est des choses qu'on trouve aussi chez Picasso, qu'admirait beaucoup Louise Bourgeois. Voilà pour le couple. Donc le rapport sexuel chez Louise Bourgeois, il est quand même un peu curieux parce que les corps en fabrique sont mous. Donc c'est un rapport sexuel qui est peut-être impossible, qui est un peu comme la boule suspendue de Giacometti. On ne sait pas trop comment des mannequins mous font-ils pour faire l'amour. Donc c'est une sorte de rapport qui est toujours suggéré, mais dont on ne sait jamais s'il est abouti. Voilà. Et puis il y a aussi des scènes d'accouchement qui sont très tardives, qui sont bien plus tardives que le moment où elle a ses propres enfants, même s'il y a des dessins des années 40 où
on voit un accouchement qui représente le moment où le corps comme ça se déforme complètement pour donner la vie et voilà. Et voilà, c'était pour conclure sur les couples. Alors oui, la question des sources est aussi un thème qu'on voulait aborder aujourd'hui, puisque c'est un thème important aussi au sein de la Fondation, puisque comme vous l'avez rappelé, Laetitia, il y a au sein de la Fondation Bacon à Monaco la réplique en fait de la bibliothèque de Bacon. Donc ceux qui veulent, voilà, les historiens, les chercheurs qui veulent savoir quel type de livre consulter, compiler Bacon, visiblement il consultait plus visuellement qu'il ne lisait. C'était quelqu'un qui avait une sorte de cannibalisme iconographique très fort. Et donc voilà, on aimerait aborder aussi, pour conclure, deux thèmes qui vont glisser, qui vont se recouper. C'est la question des sources pour ces deux artistes, sachant qu'aujourd'hui aussi, comme je l'ai dit en introduction, l'histoire de l'art élargit de plus en plus aussi, pour comprendre l'artiste, élargit son spectre jusqu'à des questions comme que lisait l'artiste, comment s'habillait l'artiste, comment vivait-il, quel type de personnes fréquentait-il. Et ça fait partie aussi des nombreux outils aujourd'hui que les historiens d'art vont scruter pour mieux connaître les artistes. Donc chez Bacon, les sources étaient très très amples, Très ample. très larges. Tout à fait. En fait, là, on a d'abord les premières sources quand Bacon commence sa carrière. Alors, Bacon ne commence pas une carrière d'abord de peintre. Quand il rentre de Paris, après avoir passé 2 ans à Paris entre 1927 et 1929, il rentre à Londres, s'installe à Kensington et ne s'installe pas comme peintre, comme on pourrait l'imaginer, mais comme créateur de luminaires, de mobilier et de tapis. Et là, vous avez une première photo de son atelier de Queensberry Mews West. Et c'est une carrière qui sera courte, qui va durer de 29 à 34, mais une carrière dans laquelle on sent qu'il s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a pu voir à la fois en Allemagne, à Berlin et à Munich, le Bauhaus, mais surtout les modernistes français, les modernistes qui sont installés à Paris. Alors il y a aussi cette autre photo où je pense que vous y voyez des influences aussi bien de Charlotte Perriand, Le Corbusier, Eileen Gray, bien sûr, qui est à Paris à ce moment-là, André Lursard, Robert Mallet Stevens. Donc les premières inspirations de Bacon, en tout cas en créateur de mobilier, sont d'après ce qu'il a pu voir à Paris. Et en parallèle, quand il se lance dans une carrière de peintre, on a vu Picasso reste la première grande référence, comme dans le tableau qu'on a vu un petit peu plus tôt lors de cette conversation. Ensuite, il va avoir d'autres sources d'inspiration. La littérature va être très importante. Là, je voudrais montrer le portrait de Michel Léris. Donc, Caroline évoquait la bibliothèque qui se trouve à la Fondation à Monaco, qui est une recréation de la bibliothèque de Francis Bacon, avec les mêmes ouvrages et les mêmes années de publication que les ouvrages trouvés chez Francis Bacon. La littérature occupe une grande place. Il lisait aussi bien en français qu'en anglais. Et on a trouvé aussi les revues comme justement Documents, que j'évoquais tout à l'heure, différentes revues, et des revues aussi et des livres sur l'existentialisme. Souvent on rattache Bacon par rapport à son isolement des personnages dans des pièces à la solitude existentielle et à l'existentialisme. Donc des écrits comme ceux de Camus, ceux de Jean-Paul Sartre l'ont beaucoup influencé. Et il va également lire bien sûr les textes de Bataille. Et quand il est à Paris, beaucoup plus tard dans sa carrière, il aura un pied-à-terre entre 74 et 87 à Paris. Là, il fréquente énormément d'intellectuels français et il va être entre autres ami avec Jacques Dupin, qui est poète, qui connaît aussi Giacometti, mais qui va permettre à la galerie Maglelon de se monter. Gilles Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze, va écrire sur Francis Bacon. Et puis donc Michel Léris, qu'on généralement on associe beaucoup avec Francis Bacon. Francis Bacon lui a dit « Vous êtes peut-être celui qui m'a le mieux compris, vous avez su mettre en mots ce que j'essayais de faire en peinture. » Donc voilà, Léris écrit plusieurs textes sur Bacon qui sont des textes de référence, et Bacon écrit peint deux portraits de Michel Léris, dont celui-ci de 76. Donc voilà, la littérature est très présente. Et puis, un dernier aspect aussi dans ces influences. Alors, on a mis ici la photographie d'une vitrine qui est à la Fondation Bacon, qui représente quelques détritus trouvés dans l'atelier de Francis. Je vais essayer de vous en pointer
quelques-uns. Vous avez par exemple l'histoire de l'art qui est très présente pour lui. Vous avez par exemple ici Cimabue, Velázquez, des dessins de Michel-Ange, la statuaire égyptienne. Donc ça fait partie des documents de travail de Francis Bacon. Parmi les crucifixions, donc celles de Cimabue mais celles de Grunewald sont vraiment dominantes. Le sport aussi, si vous avez des représentations de scènes de cricket, de boxe, et voilà, les fameux lutteurs des planches de Muybridge, mais on a trouvé également des dessins, alors des croquis, et surtout des photos. Voilà, ce type de photos sont des photos qui servent de base pour le travail de Francis Bacon. Mais toute l'histoire de l'art, là ce sont que quelques exemples, hein. Vous avez aussi bien des artistes de la Renaissance, mais du XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Je pense à Poussin, par exemple. Le massacre des Innocents est une référence pour lui. Velázquez, bien sûr. Alors, surtout le portrait du pape Innocent X, hein, qui reste une grande référence pour Francis Bacon. Chardin, l'homme au Bésicle, le tableau qui est préservé au Louvre. Et puis, plus proche de nous, on peut faire référence à Ingres, par exemple, sur Oedipe et le Sphinx, on vous montrera une représentation tout à l'heure. Et puis des artistes du XXe siècle aussi restent des références. Donc toute l'histoire de l'art, de l'Antiquité égyptienne jusqu'à nos jours sert de référence pour Francis Bacon. Ce sont vraiment des sources d'inspiration. Chaque image sont des déclencheurs d'idées. Hein. Il travaille d'après les photographies et ce sont des déclencheurs d'idées. Alors, tandis que Louise Bourgeois, vous l'avez dit, Émilie, elle est d'abord aussi, elle partage ce goût pour les arts primitifs avec son mari, puis ensuite quelques photos de l'album, quelques photos de l'atelier de Francis Bacon en fait. Ça c'est le dernier atelier qu'il aura entre 61 et 92. L'atelier de Rhys Muse, donc toujours dans le quartier de Kensington. Alors, vous avez vu le tout premier excessivement propre, blanc, immaculé. Et puis l'atelier mythique de Francis Bacon, c'est celui-ci qu'il a pendant 30 ans, de 1961 à 1992. Bacon disait « Je me sens chez moi dans ce chaos, j'ai besoin de ce chaos pour pouvoir créer. Je crois à un chaos ordonné. » Et cet atelier, d'ailleurs, il y a plusieurs photos voilà, qui vont vous le montrer. À un moment donné, tous les photographes voulaient prendre Francis Bacon dans son atelier. C'était devenu quelque chose de très couru et presque de très mythique également. Et on voit surtout l'amoncellement, vous avez vu dans un premier temps, de sources au sol. C'est ce qu'on appelle les détritus hein, de l'atelier de Francis Bacon. Et puis l'état des murs également, hein, puisqu'il fait ses tests couleurs sur les parois des murs. Donc un atelier, lieu de création bien sûr très important. Pour Bacon, ça avait beaucoup d'influence. Hein, il se sentait à l'aise. Il y avait des endroits qu'il appréciait pour créer. C'est très important pour lui. Alors, Louise Bourgeois, je dirais que l'étude des... Alors, Louise Bourgeois est extrêmement cultivée, puisqu'elle a été élevée dans un milieu cultivé de réfection de tapisserie ancienne. Elle a fait l'école du Louvre, elle est passée par toutes les académies parisiennes des années 20 et 30. Elle a une grande bibliothèque, enfin, elle a toutes sortes d'ouvrages. Elle est ensuite complètement intégrée dans les milieux d'art moderne, du cubisme jusqu'au surréalisme avec beaucoup d'ambivalence, jusqu'aux expressionnistes abstraits à New York. Puis elle est l'amie, elle connaît, disons, elle est assez proche de Marcel Duchamp, du pop art. Elle est l'amie d'Alina Sapochnikov. Donc c'est une artiste qui connaît très bien l'histoire de l'art, toute l'histoire de l'art, qui est fascinée par exemple par la grotte de Lascaux. Ça a probablement une influence sur ces structures un peu molles qu'elle fait à un moment donné en forme de grotte. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, elle a probablement beaucoup dissimulé ses sources, ou alors elle les a beaucoup mises de côté au profit de l'interprétation plus psychanalytique, comme si elle était son unique source. C'est sûrement un travail d'historien de l'art qu'on a encore à faire, d'aller trouver les sources de Louise Bourgeois, qui sont très variées. Donc, je vous ai parlé de tout l'art moderne, là des photos de cette fameuse entreprise de tapisserie ancienne. Mais je voudrais peut-être évoquer d'autres sources un peu moins connues ou courantes. D'abord l'histoire naturelle, qui moi m'intéresse beaucoup. Voilà, donc Herbier, Muséum d'histoire naturelle à New York et en France. Animaux, etc. Il y a beaucoup de sources autour des plantes, de la germination, de la botanique, qui sont des choses qu'on doit encore retravailler pour Louise Bourgeois. L'anatomie, certainement des manuels d'anatomie, des souvenirs de moulage en cire, enfin, des choses qui sont plutôt de l'ordre du scientifique et du biologique.
Et puis, on a aussi les milieux des arts décoratifs, ça, ce qui a été aussi pas mal montré par le livre de Maki Xenakis, L'aveugle guidant l'aveugle, où Louise Bourgeois lui a demandé d'aller retrouver des photos de ferronnerie, d'éléments d'architecture parisiens, voilà, le lycée Fénelon, les sculptures dans les parcs, donc d'art décoratif, d'art urbain, c'est-à-dire tout ce qui relève de la mémoire nationale, ou voilà. Donc les sources de Louise Bourgeois sont probablement encore à bien analyser. Symbolisme, par exemple, on a parlé aussi du symbolisme pour ses œuvres des années 80. Voilà, donc il y a encore beaucoup à faire. Et dans son atelier, et alors, la source importante pour Louise Bourgeois, donc là voilà des vues de sa maison, et à New York, des livres, voilà, des sources, différentes choses. Vous voyez, il n'y a pas tant au mur d'œuvres que ça, d'autres. Ce qui est certainement important, et on le voit dans ses œuvres des années 2000, c'est finalement des sources matérielles, c'est-à-dire qu'elle a conservé auprès d'elle, par devers elle, des vêtements, parfois du début du siècle, des morceaux de tapisserie, le matériel pour refaire les tapisseries, enfin, toutes sortes de morceaux et de choses à partir desquels elle va créer des installations et à partir desquelles elle va meubler les cellules. Alors bon, là, non, ça c'est autre chose. Donc à partir duquel elle va meubler les cellules qu'on a vues tout à l'heure, où elle replace des vêtements qui sont parfois des vêtements qui ont appartenu à ses enfants, à sa sœur ou à elle-même enfant. Donc voilà, il y a des sources, les sources sont ainsi très variées pour Louise Bourgeois, mais il y a un fonctionnement différent. Et son atelier, j'en ai un petit peu parlé, c'est en effet la maison où s'accumule tout ce matériel, puisqu'elle a tendance à tout garder, mais ça ne donne pas lieu à un capharnaüm comme celui de Francis Bacon. Après, tous les ateliers d'artistes sont un peu particuliers. Chez Louise Bourgeois, l'atelier, c'est la maison. Même s'il y a eu un atelier à Brooklyn pendant un certain temps. Et ça, c'est très cohérent avec l'histoire de l'importance de la psychanalyse pour elle. Chez Francis Bacon, ça paraît voilà, très chaotique, mais finalement, on s'est aperçu que c'était très organisé. L'atelier a été démonté, transféré de Londres à Dublin. Ce sont des archéologues qui ont entrepris le travail et du coup, 7500 pièces ont été enregistrées dans cet atelier. Et ça a été une source d'information incroyable pour les chercheurs, les historiens de l'art, parce que de son vivant, Bacon n'avait déjà pas de témoins sur ses manières de travailler, pas de modèle vivant, et surtout, voilà, on n'a pas de photos de lui en train de travailler, pas de vidéos de lui en train de travailler, il était quand même très secret. Donc c'est vraiment plutôt après son décès qu'on a pu apprendre énormément sur les techniques et les sources de travail, les sources d'inspiration de Bacon, même si souvent il se confiait sur les sources d'inspiration de ses tableaux, mais n'expliquait jamais ses toiles. Même si on ne le voyait pas travailler, il y avait une grande mise en scène de son atelier Est devenu voilà. très mythique aujourd'hui. Exactement. Alors, on voudrait évoquer peut-être pour conclure les différents thèmes, peut-être iconographiques en tout cas, qui se recoupent. La question du cri, de la bouche ouverte, peut-être on peut faire défiler les images. Voilà, on a dit en préambule que ce dialogue, cette confrontation entre ces deux figures ne se voulait pas formaliste, mais il y a quand même, c'est vrai, des thématiques, une iconographie qui se recoupent. On n'a pas forcément suffisamment creusé pour voir à quelle période ces thèmes, ces sujets se chevauchent, mais en tout cas, parmi les grands thèmes à retenir, c'est la question du cri, de la bouche, de la cellule, de la cage. Peut-être voilà, en dire un mot au fur et à mesure, mais... Et chez Francis Bacon, très important, surtout au tout début avec la série des papes hurlants, une fascination pour la bouche, un fétichisme inspiré à la fois du massacre des innocents de Poussin, du film Le cuirassé Potemkin et un livre sur les maladies de la bouche qu'il avait acheté jeune à Paris. Donc le cri qui donne un aspect animal aussi finalement à l'être humain. Chez Louise Bourgeois, c'est plus tardif. Et puis c'est les fameuses têtes en tissu des années 2000 qui évoquent en fait toute une tradition, qui évoque sûrement Bacon et qui évoque toute la tradition de la représentation des passions de l'âme. Donc depuis le XVIIe siècle jusqu'à Messerschmitt par exemple. D'ailleurs, Francis Bacon et Louise Bourgeois ont été exposés ensemble dans une exposition qui rassemblait Bacon, Messerschmitt et Bourgeois.
Alors, le thème de la cage aussi, qui est commun aux deux artistes. Chez Francis Bacon, ces structures finalement en 3 dimensions apparaissent très tôt. Est-ce qu'elles viennent de sa période de créateur de mobilier? Parce que sachez qu'en 1934, quand il arrête cette carrière de designer, comme on dit aujourd'hui, il renie cette période. D'ailleurs détruit tout ce qu'il a en sa possession, et puis finalement on s'aperçoit que dans certaines toiles il y a des éléments qui filtrent, comme on a pu le voir tout à l'heure sur Peinture 46 ou ici sur cette toile figure accroupie, où souvent donc Bacon enferme dans ces structures tridimensionnelles ces personnages. Ça, justement c'est lié au mouvement existentialiste, ça montre leur fragilité, leur vulnérabilité, et on les retrouve aussi. Voilà, donc j'ai parlé des cellules qui sont forme de cellules, c'est un mot aussi qui relève de la biologie, mais qui relève aussi de la prison, de l'enfermement, mais aussi de l'isolement d'un élément dans lesquels Louise Bourgeois reconstruit des scènes dans les années, des années 90 jusqu'aux années 2000. Voilà, je pense qu'il faut qu'on passe vite maintenant, je crois que le temps est court, mais vous voyez comment ça se structure au fil des années autour de différentes thématiques qu'on peut retrouver. Et on a le miroir aussi qui est commun aux deux artistes chez Francis Bacon. Voilà, je l'ai déjà évoqué rapidement. Le miroir où les corps se reflètent, où les visages se reflètent. C'est aussi donc une référence à la mort, puisque donc Bacon citait Cocteau, et c'est un moyen également de surveillance, parce que finalement là dans cet homme qui nous tourne le dos, finalement on peut voir ce qu'il fait en regardant le miroir. Et donc, voilà, donc j'allais en parler. Donc, vous avez cette œuvre, cette installation en fait particulière, La maladie de l'amour, qui est une installation où lorsqu'on est assis sur l'un des sièges, on ne voit que l'autre, qui est une sorte de mise en abîme du couple et de l'illusion en fait que peut représenter le couple. Je mets peu parce que voilà. Cette histoire du miroir, le miroir traditionnellement c'est la vérité dans l'art, et puis c'est aussi un miroir qui renvoie à, voilà, ici le miroir de l'âme. Et chez Louise Bourgeois, il y avait des miroirs placés de manière un peu curieuse, semble-t-il, par exemple dans les toilettes, d'une manière qu'on puisse, qu'on se voit en fait en train de faire ce qu'on y a à y faire. Et donc le miroir, c'est aussi le voyeur, l'intrusion, le voyeurisme. Donc c'est un renversement, comme chez Bacon, de la tradition du miroir de vérité en fait. Donc il y a des sources en fait très anciennes, parce que le miroir c'est une image très ancienne. Alors ici, c'est pour vous montrer aussi autre élément iconographique très récurrent chez Bacon, les ampoules suspendues au plafond, les mêmes qu'on trouvait dans son appartement et dans son atelier de Rhys Muse. Donc souvent dans ces pièces, il n'y a que quelques meubles, des lits ou des chaises. Les personnages sont positionnés de façon très inconfortable, ce qui nous met nous aussi mal à l'aise quand on les regarde. Et parmi les éléments iconographiques, vous pouvez avoir donc des fenêtres, mais aussi les ampoules. Alors là, je parlerai plus d'éléments industriels. Chez Louise Bourgeois, c'est le monde moderne qui arrive. L'ampoule, il y en avait dans Guernica de Picasso, mais là, le monde moderne, c'est autrement. Donc, dans cette fameuse œuvre qui est au centre Pompidou, Precious Liquid, en fait, l'ensemble, la structure en bois, c'est un réservoir qui est placé traditionnellement sur les toits des gratte-ciel à New York. Et à l'intérieur, on a des ampoules de verre qui ne sont pas des ampoules électriques, mais qui sont des ventouses qui évoquent la mer, mais aussi l'idée des fluides qu'on peut recueillir dans une époque où en fait, les gens sont en train de mourir du sida, et où là on retrouve des choses qu'on trouve chez Kiki Smith par exemple, le recueil des fluides, le corps est ambivalent, le corps, la sexualité, là il y a un lit, est un espace ici plutôt dangereux, comme dans beaucoup de cellules en fait. Les cellules de Louise Bourgeois sont globalement, il y en a une qui s'appelle Passage dangereux, sont globalement des lieux de danger, où le danger est mis en scène. Et là, ici, c'est le danger corporel. Mais bon, voilà, ces éléments industriels du monde moderne, c'est aussi quelque chose qui peut les rapprocher. Le monde, leur univers urbain et mobilier est présent par quelques touches. Et c'est le monde moderne, quoi. Après, on a quelques éléments qui sont par contre divergents sur certaines
éléments. Ici, les rails, donc je l'ai évoqué il y a quelques instants, ces éléments qui filtrent de sa création de mobilier. Souvent, il expliquait que positionner des personnages sur des rails, c'est les surélever, c'est surtout les extraire du monde dans lequel ils appartiennent normalement. Donc les rails sont très présents, et je crois qu'on a ensuite aussi les rideaux, les voilages, autre élément iconographique très présent chez Francis Bacon, qui peuvent, comme à l'instar des cages, permettre de créer des cloisons finalement, d'emprisonner le personnage. Et dans les toiles des années 40, comme celle-ci, vous avez surtout ce que Bacon a appelé l'effet de persienne, shuttering effect, où il joue la couleur, alors surtout des couleurs grises à ce moment-là, avec la toile brute qui est sous-jacente. Donc très inspiré de pastels de Degas, par exemple. Donc tout ce qui est striation est très très présent chez Bacon. Et puis voilà, la solitude représentée. Vous avez ici un autre tableau qui est un autoportrait. J'évoquais ces positions inconfortables sur les chaises ou sur des lits. Ici, voilà, il est en équilibre sur une chaise, et en plus, cette chaise est positionnée dans un coin de pièce, donc ce qui renforce à la fois le côté de solitude et de vulnérabilité. Cette thématique de la solitude, on la retrouve, peut-être pas là, mais chez Louise Bourgeois, notamment dans ses textes où elle interroge souvent sur l'amour. Ce qu'on a voulu rassembler à la fin, c'est, on en a déjà parlé, je crois, c'est cette histoire de la violence. On a vu se traverser en fait l'œuvre des deux artistes par différents aspects. Et ici, il y a parfois chez Louise Bourgeois des œuvres directement agressives, comme ici les femmes pieux, les femmes couteaux, les femmes voilà, qui sont qui partagent cette violence. Voilà, les œuvres coupées. Et voilà, je pense qu'on arrive au bout. Oui, les blessures, voilà, la violence Blessures, qu'on retrouve sur la blessures aussi chez Francis Bacon, le sang, du coup. Et voilà. Peut-être pour conclure, dire 3 mots sur en fait, les grands sculpteurs que Bacon admirait, qui étaient Rodin, Michel-Ange et Brancusi. Et quand on a vu Fillette de Louise Bourgeois, évidemment qu'on pense à la princesse Lise de Brancusi. Donc ce sont des choses qu'on n'a pas évoquées ce soir, mais voilà, qui montrent qu'il y a énormément de liens, de passerelles, de dialogue entre ces deux figures. Alors peut-être avant de conclure, avant de se séparer, peut-être avez-vous des questions à poser aux deux intervenantes, peut-être des choses que nous n'avons pas évoquées et que vous aimeriez approfondir. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolée. Alors est-ce qu'il y aurait peut-être des questions Les choses ont été claires, on a pu évoquer beaucoup de sujets passionnants, perspectives qui méritent encore plus d'approfondissement, mais qui montrent que l'intuition de ce sujet était excellente. Encore merci. Merci à vous.